Je vais faire l'appel. Madame Angulo. n'est pas là. Jean-Gilbert Babsal. Présent. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard. Oui. Eliane Véron. Oui. Oui. Je l'ai pas. Christian Boyer. Présent. Dominique Cavaillol. Présent. Didier Casimajou. Présent. Lionel Cholon. Jean-Marie Clamour. Présent. Dominique Clavier. Jean-François Dalcin. François Dora. Jocelyne Doré. Hélène Doro. Bernard Dréau. Présent. Daniel Dubourg. Présent. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Pauvé. Christine Forestier. Pouvoir. Marie Sportinon. Jérôme Gauthier. Présent. Marc Gauthier. Présent. Hervé Gillet. Présent. Michel Attrabi. Corinne Noland. Pouvoir. Jean-Pierre Manceau. Présent. André Massieu. Laurence Meunier. Guy Moreno. Présent. Jean-Marc Pelletan. Présent. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Procuration. D'accord. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Présente. Alain Quérins. Présent. Pierre Rigaud. Pouvoir. Jean-Patrick Soulet. Présent. Bruno Trénit. Présent. Et Mathieu Truffard. Présent. En ce qui concerne, oui, il fait très chaud. En ce qui concerne effectivement le secrétariat de séance, est-ce qu'il y a un secrétariat, une secrétaire? Mylène Doro, merci. Décision du président, donc il y a la liste des DIA, elles sont affichées. On n'a pas aujourd'hui de DIA qui ont été demandés ou de demandes de droit de préemption qui ont été demandées par les communes. Tout a été négatif. Voilà, je vous les affiche. Est-ce que vous voulez avoir des commentaires particuliers là-dessus? Sinon, vous les avez à votre disposition au service. Ouais. Et puis, en ce qui concerne la mission de programmation pour la construction du multi-accueil de Céron, qui est une opération qui avait été arrêtée en 2014, cette mission de programmation, elle a été attribuée à Pierre Guyot pour 10 200 €. Et vous allez retrouver ça dans la première délibération en ce qui concerne effectivement l'ouverture de crédit anticipé en section d'investissement. Donc voilà, je crois qu'on peut passer maintenant à l'ordre du jour. Point numéro 1, Philippe Dubourg, donc ouverture de crédit anticipé en section d'investissement du budget principal. Bien. Compte tenu vous avez la délibération sous les yeux, le projet du moins, il y a simplement une petite modification. La mission MO, les programmations des bâtiments administratifs pour un montant de 38 380 € hors taxe a été retiré. Le dossier va être examiné de façon un peu plus avancée. Donc tout le reste est valable. Nous rentrons dans les 25% de dépenses de réinvestissement sur l'année de -1 autorisé, soit 437 361,25. Donc tout le reste est bon. La mission de programmation pour la construction, comme vient vous dire le président, a été attribuée à monsieur Pierre Guyot, qui était inscrit à l'opération 50 millions de séance. Achat d'un ordinateur pour le service communication pour un montant de 1 372 € hors taxe. Remplacement du climatiseur de la bibliothèque de Portes pour un montant de 6 326,46 € hors taxe. Et voilà, au point de sonoclim, inscrit à l'opération. Voilà. En ce qui concerne le remplacement du climatiseur, tout le monde n'a peut-être pas forcément eu la même information, mais c'est une demande qui a été faite effectivement dans le cadre effectivement de la remise à niveau de la bibliothèque de Portes. Le climatiseur était tombé en panne et à ce niveau-là, c'est dans notre compétence, on a besoin effectivement de le remplacer. Sur ces trois points, sur ces trois ouvertures de crédit, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui, M. Gillet. Donc juste indiquer, en lien avec mon collègue Guy Moreno, que la collectivité, le département, donc concernant le multi-accueil,
considérerait ce dossier comme la création d'une nouvelle structure. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle et c'est vrai que c'est quelque chose qui, effectivement, lorsque vous reviendrez... employé un conditionnel. Hein. Vous avez employé le conditionnel, mais ça ne fait rien. Lorsque vous reviendrez tous les deux au conseil départemental, vous saluerez bien bas monsieur le Président de ma part et tous les collègues qui vont vous suivre effectivement dans cette proposition. On vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Transfert d'emprunt de la communauté de communes des Vallons de l'Artolie à la communauté de communes de Convergence Garonne. Je vais laisser la parole à Philippe Dibourg, mais avant, sur ce que vous avez reçu et sur ce qui n'est pas affiché, mais il y avait la répartition de l'emprunt qui était à déterminer sur plusieurs collectivités. Il s'agit d'un emprunt qui avait été fait pour des passerelles dans le cadre, au niveau des Vallons de l'Artolie. Aujourd'hui, nous pensions avoir pour ce soir la répartition collectivité par collectivité, et nous ne l'avons pas. Donc je vais retirer la dernière ligne, la répartition d'emprunt à déterminer sur plusieurs collectivités, et je vous demande de délibérer sur les 1, 2, 3, 4, 5 premières lignes. Philippe Dubourg. Bien. Et alors, évidemment, c'est la récupération des emprunts du fait de la création de la communauté de communes de Convergence-Garonne et un certain nombre d'emprunts qui ont été réalisés par essentiellement le Vallon de l'Artolie. Alors, effectivement, vous avez le logement conventionné à payer, vous avez multi-services à payer, acquisition La Poule, achat Ligue Raymond, acquisition point service à payer, etc. etc. Bon, j'ai été en bureau, nous avons examiné les taux, il nous semblait raisonnable. Si vous voulez avoir des précisions, je ne sais pas, que quelqu'un pourra peut-être vous les donner, moi je ne les ai pas personnellement. Monsieur Boutillon peut-être pourra vous le dire si vous êtes intéressé par le taux d'emprunt et la durée. Donc, concernant le logement conventionné de Paillé, le montant initial du prêt était de 160 000 €. Il reste donc 113 492,55 €, vous le voyez. Le montant de l'échéance est de 8 216,15 € par an et il prendra fin en 2034. Concernant le multiservice de Paillé, hein, c'est le restaurant, il y a un emprunt de 71 000 €, une mensualité de 5 916 € pour une fin de paiement de l'emprunt en 2022. Ensuite, La Poule, j'ai oublié les taux, sur le premier c'était 2,35, je n'ai pas sur le deuxième. Pour La Poule, c'est 3,23. Montant initial 180 000 €, reste 147 942. Ça correspond effectivement 15 067 € par an jusqu'en 2029. Ensuite, nous avons l'acquisition de l'île de Raymond pour 84 000 € du montant initial, reste 44 722,63 pour une annualité, pardon, j'ai parlé de mensualité, c'est une annualité de 7 368 € jusqu'en 2026. Et enfin, le point service, c'est le pôle social de Paillé, pour 35 000 €, reste 18 854. Je n'ai pas le taux non plus ici, avec une annualité de 4 134 € jusqu'en 2024. Voilà. Bon, ce sont des opérations d'ordre, il faut effectivement transférer les emprunts. Ce que je propose, c'est qu'en complément de cette délibération que vous allez prendre ce soir, on puisse vous envoyer le tableau avec les emprunts, de telle manière que vous sachiez où on en est par rapport à ces transferts. Étant donné que sur la répartition de l'emprunt des fameuses passerelles, nous en reparlerons lors d'un prochain conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur cette délibération à prendre? Oui? Non?
Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. C'est l'autorisation de signature de la convention de partenariat avec l'association Famille Laïque du Sud-Gironde et l'attribution d'une subvention. Donc on travaillait déjà effectivement avec l'association Famille Laïque. Il s'agit simplement effectivement de continuer, si vous le voulez bien, cette activité qui, l'association Famille Laïque nous aide effectivement à accompagner les familles du territoire, en recherche de solutions face aux difficultés financières et sociales. Vous savez un petit peu comment ça se passe, c'est des choses très difficiles. Travailler avec le CISPD. Donc tout ça s'inscrit dans un plan d'action intercommunal et bon, dans le cadre effectivement de ce qui se faisait sur les anciennes communautés de communes. Donc aujourd'hui, moi je vous propose effectivement, la subvention sera à hauteur de 1 000 €, de continuer à les subventionner pour qu'ils puissent aider les familles qui sont en difficulté avec leur savoir-faire, et c'est vrai qu'ils ont un vrai savoir-faire ces gens. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Vous avez reçu des délibérations assez précises, c'est-à-dire qui proposent pas mal de petites choses. De quoi s'agit-il donc du Pays d'Art et l'Histoire? Alors ce dossier est maintenant géré donc par le service culture, donc il y a un référent en politique moi-même, puis un référent donc technicien qui est Christophe Azema, qui gère donc le dossier du Pays d'Art et l'Histoire. Donc Pays d'Art et l'Histoire, comme c'était bien expliqué dans la délibération, c'est une labellisation du ministère de la Culture. Hein. Au départ c'est Ville Pays d'Art et l'Histoire d'ailleurs, concernant toute une série de territoires français, pour valoriser l'architecture et le patrimoine des différents territoires. Là, le point de départ donc, pour notre territoire du Sud-Gironde, c'est parti de la ville de La Réole, qui elle avait été déjà labellisée donc, en 2015. Et l'idée, c'est d'étendre cette labellisation de la ville de La Réole à 187 communes, 130 000 habitants, donc évidemment à une toute autre échelle. Hein, vous avez la liste des territoires au tableau, donc notre communauté de communes évidemment, la communauté commune du Bazadais, celle rurale de l'Entre-deux-Mers, le Réolais en Sud-Gironde, et puis le Sud-Gironde lui-même, plus une commune particulière, donc la commune de Mélian, qui est dans Montégaronne, comme vous le savez. Voilà. L'idée, donc, ce projet est piloté par Entre-deux-Mers Tourisme, ce qu'on appelle l'hôtel, en collaboration avec la ville de La Réole, puisque évidemment, la ville de La Réole a un certain savoir-faire sur ce type de dossier. L'idée, donc, c'est qu'on soit identifié également des villes pilotes. Donc il y en a 4 sur notre territoire qui ont été identifiées, qui elles-mêmes de leur côté ont délibéré, ou je crois qu'il va délibérer cette semaine. Donc les communes, vous avez sous les yeux, donc sont Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac, Rions et Bonassac, des villes pilotes qui ont évidemment un patrimoine particulier. Ça, on remarque au passage que ça convient tout à fait avec notre politique à la fois touristique et culturelle du territoire. À Sainte-Croix, il y a le projet Ortera par exemple, à Cadillac, il y a l'office du tourisme, à Rions, il y a Rueil-Wood, parce qu'il faut également proposer une animation dans le cadre de ces Pays d'Art et d'Histoire pour faire vivre ce patrimoine. À Bonassac, il y a le parc Chaval et tout ce qui se passe autour, ou à l'intérieur. Donc vous voyez qu'on est tout à fait cohérent par rapport au reste de la politique, me semble-t-il. Simplement, donc en termes financiers, l'engagement, c'est parce que ce Pays d'Art et d'Histoire va avoir besoin de recruter un animateur de réseau. Donc. Alors, tout ça, c'est une procédure extrêmement complexe, c'est piloté par la DRAC, mais cet animateur, donc la candidature a été lancée en ce début de l'année 2018, il devrait rentrer en fonctionnement en principe au mois de septembre, il est chargé ensuite d'animer un réseau, par exemple, de guides conférenciers, et donc c'est cet aspect-là que l'on doit se partager en termes financiers au niveau de la communauté des communes. Après, en année pleine, pour vous donner l'ordre d'idée, c'est 26 centimes pour la communauté des communes, donc pour par habitant, et autant donc pour les communes, parce que les communes qui ont été sélectionnées, et ensuite ça passe à 26 centimes l'année suivante et à 41 centimes l'année d'après, dans la pré-budgétisation qui a été proposée donc, par l'Office du tourisme gérant ce dossier. Donc ce que l'on nous demande, communauté des communes, c'est de voter une délibération pour montrer notre soutien évidemment à cette démarche, pour qu'on soit labellisé par le ministère de la Culture, donc comme Pays d'Art et d'Histoire, qui sera évidemment forcément un plus très apprécié, très appréciable pour notre politique touristique du territoire. Y a-t-il des questions? Oui, Lionel?
projet avait été présenté dans cette salle il y a quelques mois par M. Marty, le maire de La Réole, qui tient beaucoup à ce projet, qui petit à petit est en train d'enfler, de grossir, de s'étaler sur un pays, c'est même plus un pays, oui, c'est la moitié du département, même un autre. Le Sud-Gironde à peu près. Oui, c'est le grand Sud-Gironde. Avec, je trouve, une dilution un peu de sa mission, parce que quel va être le lien entre le pays de Capsieux et Podensac-Aurions. Sûrement que si c'est proposé, il y en a un, mais il va falloir quand même le trouver, puisqu'au départ, c'était quand même assez centré sur la Garonne. Non. Et qu'à mon avis, les cartes, la Garonne ne coule toujours pas là-bas, peut-être Capsieux. Après, normalement, il y a une grande place pour des scientifiques, un comité qui doit suivre le travail, qui va permettre la labellisation par l'État du pays art et histoire. Or, si on cherche, parce que là vous montrez, mais vous aviez envoyé quelques petits documents annexes pour aller voir ce que c'était, et on les cherche, la caution scientifique du travail qui sera fait à l'intérieur du pays, ce qui sera fait par on n'est pas convaincu, le Conseil citoyen qui s'est réuni hier et qui a travaillé sur le sujet, n'est pas convaincu que confier la mission de pilotage à l'Office du tourisme Outre-de-Mer soit, on va dire, la meilleure façon de garantir un suivi scientifique de la mission de ce pays. C'est pas parce qu'ils ne sont pas compétents, c'est qu'ils n'ont pas les moyens humains aussi de remplir cette mission. Donc ça, c'est la première chose. Et après, notre inquiétude... Je te réponds, d'où l'intérêt simplement de recruter, l'obligation est de recruter quelqu'un, parce qu'il est clair que leur mission, c'est d'accompagner un recrutement de cette personne. Après, le pays d'art et d'histoire, il ne sera plus géré par l'hôtel. Il sera géré justement par cette personne ou un minima. La personne qui va être recrutée. Et ensuite, le comité de pilotage. C'est un animateur, c'est pas... Vous avez dit que c'était pour... Vous avez dit un animateur. Alors, je sais plus, animateur, c'est de très haut niveau. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. C'est un chef de projet, voilà. DRAC, je vous dis, le recrutement a commencé en janvier, il doit se terminer en septembre, parce qu'il y a toute une série d'entretiens, de formations. J'ai eu en main le dossier de recrutement, c'est extrêmement compliqué. C'est pas n'importe quelle personne qui va pouvoir répondre favorablement à la demande. Donc c'est vraiment un grand professionnel, si on peut dire. Normalement, il y a un comité de ressources ou un comité scientifique spécifique qui doit être créé. Oui, tout à fait. Voilà, et pour l'instant, on ne sait pas qui sera dedans. Voilà. Donc, entre guillemets, c'est pas rassurant, c'est tout. C'est une petite alerte. Et enfin, la deuxième, alors c'est pas une inquiétude, c'est aussi... donc là, pour que ça fonctionne, il faut que les villes pilotes garantissent qu'elles vont ouvrir un centre d'interprétation et fassent vivre après en fonctionnement ce centre. C'est pour ça qu'on leur a demandé de délibérer, les 4 comités. Oui, mais là, dans ce qu'on nous donne comme dans la délibération ici, accepte la création d'un budget annexe sur 6 années, année avec subvention puis sans subvention. Il n'y a aucun engagement réel financier. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu flou. Le tarif, il n'est pas dedans, par exemple, là, ce que vous nous annoncez, c'est pas écrit là. Donc voilà. C'est un petit chèque en blanc qui nous inquiète. Oui, si vous me permettez, Président, puisque j'étais au départ de ce dossier, et effectivement, dans la démarche, il y a une démarche en 2 temps. Il y a une démarche qui consiste à avoir le label. C'est très important d'avoir le label Pays d'art et d'histoire. Et il va falloir, effectivement, pendant 2 ans, avec les services culture de chaque CDC, plus l'animateur, monter le dossier le plus pertinent possible pour que l'État accorde ce label. Ensuite, on passera en phase exploitation. Et là, on revient au niveau du tourisme. C'est-à-dire que ce label et les centres d'interprétation, en particulier, seront pris en charge par les offices de tourisme et rentreront dans la politique touristique de chaque CDC. Donc aujourd'hui, ce que vous a présenté Jérôme, c'est le premier temps, c'est le temps qui consiste à valoriser notre territoire comme pays d'art et d'histoire. Et il y a un gros travail à faire avec l'animateur. Et il y a un deuxième temps qui est
aussi important puisque c'est l'exploitation de ce label pour en avoir des retombées touristiques. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions par rapport à cette délibération qui vous est proposée? Écoutez, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Jean-Pierre Manceau. Qui s'abstient? Alors, M. Cholon, Dora, M. Truffard, Mme Penaud-Cavaillol, Fauvé. Je considère que les autres sont pour et je vous remercie. Délibération en ce qui concerne les déchets ménagers. Vous avez vu qu'effectivement, c'est la représentation de la communauté de communes au sein du CEM Octobre. Voilà, c'est une délibération que je vous propose. Je n'ai pas forcément, effectivement, aujourd'hui une solution par rapport à ça, mais il semblerait que la vice-présidente qui est suppléante au sein du CEM Octobre aurait sa place en tant que titulaire. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a 7 titulaires et 4 suppléants. Les 7 titulaires sont Pierre Ribaud, René Gavello, Dominique Mathieu-Vérité, Jean-Pierre Léal, Guy Moreno, Louis-François Schaeffer, Françoise Noël. Et effectivement, il y a 4 suppléants, Bernard Réau, Benoît Claveau, Sylvie Dupuis et Mylène Doron. Alors j'aimerais qu'on trouve ensemble une solution pour essayer de faire passer effectivement Mylène Doron en tant que titulaire par rapport à ça. Hein? En tant que suppléante, passer titulaire. Oui. Ben, elle a qu'à inverser avec moi. Aucun problème. Merci Guy. Donc, suivant ce qui vient d'être dit, là, il n'y a pas de souci particulier, je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Marc Gauthier, environnement, tarification des animations, nature du service, espace naturel. La commission environnement du 7 décembre a validé le fait de développer un service d'animation nature à l'intention de différentes structures, clubs et associations du territoire et hors territoire. Hormis pour le tourisme, les clubs et les comités d'entreprise, la commission a convenu d'ouvrir ce service sur un principe de gratuité pour les structures du territoire de la CDC. Concernant les structures hors territoire, hors CDC, il est proposé une base tarifaire qui est un tarif horaire de 40 €, un tarif demi-journée de 80 € et un forfait journée de 160 €. Ça, c'est dans le cas où l'animation se situe sur place. Et lorsqu'il y a des déplacements, il convient d'ajouter à ce que je viens de vous dire 40 centimes par kilomètre de trajet. Bon, voilà cette délibération en ce qui concerne effectivement la tarification des animations. Je crois que ça a été vu en commission. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus par rapport à ceux qui découvrent cette délibération qui ont eu lieu cette semaine. Je vous propose alors de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue, M. Gauthier, avec la demande de subvention 2018 pour la réalisation de l'année numéro 7 du plan de gestion et de restauration écologique de l'espace naturel sensible de l'île de Raymond. Là, on est dans la continuité, mais il faut délibérer. Voilà. Tout à fait. Alors, le montant global de l'opération est de 42 250 € TTC, avec une subvention du conseil départemental de 30%, une subvention de l'agence de l'eau à Haute-Garonne de 50%, ce qui fait un reste à charge pour la CDC de 8 450 € TTC. C'est un renouvellement. Ça, c'est le fonctionnement et un investissement. En investissement, 32 125, 9 637 € à la charge du département, 16 062 € à la charge de l'agence de l'eau, et qui fait un reste à charge de 6 425 € pour la CDC. On remarque, c'est que le reste à charge est de 20%. Je crois qu'il faut, voilà, 20%, il faut surtout remercier effectivement ceux qui aujourd'hui effectivement nous aident, le conseil départemental et l'agence de l'eau, à de forts taux de subvention.
Donc, je vous demande de pouvoir déposer cette demande de subvention. S'il n'y a pas de remarques particulières, il n'y en a pas. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à la délibération numéro 8, toujours Marc Gauthier. C'est encore une subvention événement nature et culture, découvre ton île. Voilà. Alors les montants, vous voyez comme moi. Le montant global de l'opération en fonctionnement est de 24 800 € et 75 centimes. Le conseil départemental de la Gironde finance cette fois-ci à 40% de l'opération. L'agence de l'eau à 40%, ce qui fait reste charge pour la CDC de 20%, c'est-à-dire 4 960 € 15. Et là aussi, c'est un renouvellement. Bon, là, on est aussi à 80% effectivement de subvention. Là aussi, on est dans la continuité, hein. C'est la saison 5. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Jean-Patrick. La délibération numéro 9 donc, concerne la compétence GEMAPI. Donc c'est quelque chose qu'on a vu la semaine dernière donc, en bureau des maires. Donc ça concerne l'adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation d'études de danger sur le système d'endiguement. Comme vous le savez, depuis qu'on a la compétence obligatoire en prévention des inondations, donc ça nous implique la réalisation d'études de danger sur le système d'endiguement. Donc notre territoire donc, a des systèmes d'endiguement en bord de Garonne. Et nous avons des systèmes communs avec les communautés de communes voisines. Donc, on nous impose donc d'avoir une cohérence au niveau des études de danger qui doit coller avec le périmètre des études. Donc, avec les autres communautés de communes, on s'était rencontrés, donc on propose de mutualiser, pour faire des économies d'échelle, de mutualiser ce marché pour la réalisation des études. Donc, avec la communauté de communes du Réolais, en Sud-Gironde, du Sud-Gironde, de la Convergence Garonne, des ports d'entre-deux-mers. Il reste à confirmer la décision de Montesquieu qui ne devrait pas tarder à arriver. A priori, c'est donc a priori c'est non. Voilà. Donc aux 4 communes, donc, nous avons fait un projet de convention pour constituer ce groupement de commandes. Donc en fait, je vous demande donc d'autoriser le président donc, a adhéré à ce groupement de commandes pour réaliser les études de danger pour notre futur système d'endiguement le long de la Garonne. Et en plus de cette délibération, il faut effectivement prendre 2 membres de la commission d'appel d'offres existante pour pouvoir siéger à la commission d'appel d'offres en ce qui concerne effectivement le groupement de commandes et plus particulièrement sur ces sujets sensibles que sont les villes. Alors moi, les titulaires sont Philippe Dubourg pour la commission d'appel d'offres, Dominique Cavaillol, Michel Latapi, Jocelyn Doré et Guy Moreno. Et les suppléants sont Jean-Gilbert Vapsal, Didier Casimajou, Jean-Claude Bernard et Dominique Clavier et Lionel Cholon. Moi j'ai une proposition à vous faire par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre 2 membres de la commission, on fait un titulaire et un suppléant. On pourrait effectivement faire une répartition rive droite et rive gauche et demander à Dominique Cavaillol de siéger à cette commission d'appel d'offres. Et de l'autre côté, en tant que suppléant, effectivement, Lionel Cholon, vous êtes tous les deux impactés par des linéaires de digues assez importants, et je crois qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir des gens qui sont aujourd'hui quelque part sensibilisés par ces sujets, ces problèmes de digues. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, M. Cholon? Ça vous fait... Oui, je suis toujours surpris quand vous proposez des noms et qu'on apprend ces nominations en séance, alors que vous avez quand même quelques jours pour nous prévenir en amont, et qu'on puisse en discuter aussi avec d'autres avant d'accepter ou non cette proposition que je vais décliner. Mais je me félicite de l'élargissement de la réflexion sur la compétence GEMAPI à plusieurs CDC, ce qui était ce que j'avais demandé, puisque je continue à penser que la compétence GEMAPI, on doit la traiter à un niveau qui est au-delà de la CDC. Donc je vois que ce point de l'analyse du danger vous oblige à aller dans ce sens. Donc je me félicite du sens que prend votre gestion de la compétence GEMAPI. Je pense que vous irez un peu plus loin et vous irez dans mon sens pour d'autres sujets à ce niveau-là, puisque le 13 avril, on est invité à une réunion
par les députés de la 9e et de la 12e circonscription pour discuter de GEMAPI, dans le sens que les députés ont voté à l'Assemblée nationale en décembre, qui est de nous entendre pour savoir comment on peut faire, comment on ne peut pas faire pour gérer cette compétence, faire remonter nos difficultés et éventuellement proposer. J'espère que ça aurait été bien qu'on ait le débat avant le 13 avril. Savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aux députés pour porter à l'Assemblée nationale sur peut-être d'autres structures pour gérer cette compétence. Alors je répondrai quand même à M. Cholon en disant que les travaux de la Commission depuis un an n'ont fait que parler d'étendre la compétence GEMAPI sur l'ensemble du territoire. Donc on n'a pas attendu effectivement votre conseil pour pouvoir travailler dans un cadre d'une compétence élargie. Hervé Gillet. Oui, dans ce cadre, je voudrais informer, mais je sais que Jean-Patrick l'a déjà fait aussi par ailleurs, l'ensemble du Conseil, que concernant donc ce sujet, tout d'abord, il y a eu aussi une réflexion pour mettre en place donc un PAPI, suite au PAPI d'intention, de telle manière à pouvoir aussi mobiliser à terme des moyens complémentaires pour cofinancer le programme d'action dans la prise de compétences GEMAPI, et qu'il y a donc un accord de principe qui a été acté au niveau des communautés de communes, et on va voir, suite à la lettre d'intention qui a été adressée à l'État, si l'État accepte la relance de cette procédure et la consolidation de cette procédure. Je précise également qu'il avait été discuté il y a de cela un certain temps avec le sous-préfet et les services de l'État de l'intérêt éventuel de mener une réflexion sur une gouvernance partagée concernant la GEMAPI sur le linéaire, que les services de la DDTM se sont retournés vers le syndicat mixte Sud-Gironde en lui demandant s'il était d'accord pour élaborer effectivement un cahier des charges avec les services de l'État pour mettre en place cette étude de gouvernance. Le bureau du syndicat mixte en avait accepté le principe, et donc on reviendra devant les communautés de communes avec l'élaboration de ce cahier des charges et les conduits pour voir si ces dernières sont d'accord ou pas pour mener cette étude de gouvernance sur le linéaire concernant donc la GEMAPI. Voilà, pour que toutes les parties soient vraiment informées de tous les travaux qui sont lancés déjà depuis un certain temps et les réflexions qui sont lancées depuis un certain temps sur le sujet. Ce qui devrait nous amener à terme, si jamais nous allons jusqu'au bout de ces démarches, à effectivement une organisation territoriale plutôt bien structurée, puisque le PAPI en tant que tel permettrait aussi de pouvoir négocier à terme des moyens financiers. Merci beaucoup à tous les deux de vos interventions. Donc là, il ne me reste plus qu'à trouver effectivement un suppléant, mais quelqu'un qui a aussi des digues sur son territoire. J'en vois qu'un, Jean-Gilbert Vapsal. Est-ce que ça vous pose problème effectivement qu'on remplace Lionel Cholon qui était prévu à cet effet par Jean-Gilbert Vapsal qui a aussi cette connaissance des digues? Il y en arrive droite. Qui est-ce qu'il y a sur la rive droite? Il y a Michel Latapi. Non, mais il est titulaire. Il y a Jean-Claude Vernam, il n'y a pas de digue sur... Tu ne tiens pas à y être? Si. Bon. On en reste sur Jean-Gilbert Vapsal, Dominique Cavaillol et Jean-Gilbert Vapsal. Je vais vous proposer de... Oui. Nous concernant, dans la même logique que le dernier conseil communautaire, je voterai contre les 3 délibérations, puisque j'estime, comme M. Cholon, que cette responsabilité, c'est à l'État ou à la région à l'assumer, et pas aux communautés de communes. Ok. Qui est contre cette délibération alors? Monsieur Bernard, Madame Meunier, Monsieur Cholon, Monsieur Trénit et Monsieur Pelletan. Qui s'abstient? Je considère que cette délibération est adoptée à la majorité. Donc la délibération suivante concerne l'approbation des statuts du syndicat mixte du Tour-Aval et du transfert des compétences GEMAPI sur le bassin versant du Galouchet. Donc le bassin versant du Galouchet est un affluent donc, du Drou. La compétence GEMAPI qui est assurée par notre comité de communes pour représenter les communes de Sainte-Croix-du-Mont, Gabarnac, Montpremblant et Donzac. Donc nous proposons donc de transférer cette compétence pour ces 4 communes et pour le Galouchet au syndicat du bassin versant du Galouchet, au syndicat du Drou. Mais ça ne concerne pas effectivement les enjeux liés à la Garonne, puisqu'on vient d'en parler.
Des remarques particulières? Les statuts, vous les avez reçus en pièces jointes, je pense. Moi, Jean-Patrick, mais j'apprends que je suis sur le bassin versant du Galouchet. Pardon? J'apprends que je suis sur le bassin versant du Galouchet. Ben écoute, Ça se peut pas que... Une petite partie de Donzac, me semble-t-il, quand on regarde la carte, mais c'est tout petit, une petite portion de territoire. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques particulières? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Madame Meunier, Monsieur Trény, qui s'abstient? Et Jean-Marc? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc la dernière délibération GEMAPI, donc la 11, concerne l'extension du périmètre du Ciavo au bassin versant du Matelot et du Ché pour l'exercice des compétences GEMAPI. Donc là, nous adhérons donc, nous sommes membres, la communauté de communes est membre du Ciavo, et donc par cette délibération, nous allons solliciter le Ciavo pour qu'il puisse étendre son périmètre pour les compétences donc GEMAPI du Matelot et du Ché. Donc je vous demande donc par cette délibération d'approuver la demande d'extension du périmètre du Ciavo que nous transmettrons donc à ce syndicat par la suite, pour gérer les compétences GEMAPI. Des remarques? Qui est contre cette délibération? Madame Meunier, Monsieur Pelletan et Monsieur Trény. Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à la majorité. Mylène Doro. Bien, ça concerne les marchés publics de la reprise du bois. Comme vous avez pu lire la délibération, le marché a été relancé, la remise des offres a eu lieu le 28 février. L'analyse des offres a été réalisée, mais le marché n'a pas été attribué au montant des offres présentées. Donc tout simplement, c'est pour vous demander de déclarer sans suite le marché de services pour la reprise du bois. Pour plus peut-être de précision, si vous en avez à demander, Benoît a peut-être plus d'informations quant au taux des offres. Sur des tarifs qui dépassaient largement la procédure qui avait été retenue d'appel d'offres sans mise en concurrence. Donc on est sur des montants d'environ entre 60 et 90 000 euros, donc ce qui nous oblige à repasser le marché avec la bonne procédure et peut-être avec des critères différents pour avoir des réponses de meilleure qualité. Bon voilà, donc on va revoir notre copie par rapport à ça. C'est très compliqué aujourd'hui d'écouler tout le bois qui arrive à la déchetterie. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Sylvie Porta, protocole d'accord avec la mission locale. Donc là aussi, il s'agit d'un renouvellement. C'est pour permettre à la mission locale de fonctionner et aussi d'enclencher des actions de soutien et actions auprès des jeunes du secteur. C'est une participation financière de 2,02 € par habitant sur une base du dernier recensement, 32 670 habitants, soit une somme de 65 993,40 €. Donc on signale également le changement, la modification des représentants, d'un représentant à la mission locale des Deux-Rives, dans la mesure où la commune de Larocque nous avait transmis le secrétariat nous avait transmis un nom qui n'était pas le bon, et en fait en principe c'était Mme Porta qui devait être désignée comme représentante de la CDC, de la commune de Larocque pour la CDC à la mission locale des Deux-Rives. Donc ce sera rétabli dans ce sens-là, si on peut le qualifier ainsi d'une coquille. Voilà, chose réparée. Donc protocole d'accord, est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alain Kérens. Je vais essayer de ne pas être trop long pour vous présenter le rapport relatif à la qualité au prix du service public de l'assainissement non collectif, que vous avez sûrement consulté. Donc,
Il s'agit donc du rapport annuel, comme d'habitude. Donc, vous savez que la CDC Convergence-Garonne regroupe 13 communes, que ce service est étendu sur ces 13 communes. La population desservie est environ de 6200 habitants. Le nombre d'installations est de 2476 selon l'agence de l'eau. Le mode de gestion du service a été attribué à la SOR par délibération ayant pris effet au 1er janvier 2010 et a pris fin donc une première fois en 2012 et un nouveau marché a été conclu jusqu'en 2017. Donc la prestation, c'est bien sûr le contrôle des installations d'assainissement non collectif, qu'elles soient neuves, réhabilitées ou le diagnostic des installations existantes. Donc vous avez le tableau. Est-ce que vous pouvez présenter le tableau peut-être, monsieur Santino? Donc le nombre d'opérations effectuées dans le cadre de ce service en 2017 a été de... Je vais attendre qu'il apparaisse. Page suivante, voilà, en bas. Voilà. Donc de 57 concernant le contrôle de conception et d'installation nouvelle, ensuite 37 contrôles de bonne exécution, et enfin, avec une faute à corriger, le diagnostic des installations existantes, donc de 466. Voilà, ça a été corrigé depuis. Voilà sur le quantitatif. Ensuite, au niveau qualitatif, vous avez donc les éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service, donc concernant les limitations des zones d'assainissement. Donc l'action est effective sur la totalité des points, on a l'application de règlement de service également, la mise en œuvre de la vérification de la conception aussi. Et on assure aussi la mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement. Les trois suivantes ne sont pas assurées par la collectivité et le prestataire. Et on obtient donc un nombre de 100 points sur 140 possibles. Concernant la tarification, donc la fixation des tarifs en vigueur ne bouge pas. Donc concernant le contrôle, donc, il est de 9, de conception, il est de 9,48 € hors taxe. Concernant le contrôle de bon fonctionnement, 53 €, et le contrôle dans le cadre d'une transaction immobilière, 53 € également. Au niveau des recettes d'exploitation, donc sur 2017, il y a eu donc 37 contrôles de conception donc pour un montant de 350,76 €. 466, donc vous avez vu tout à l'heure, à 53 €, ça fait 24 698 €, pour un montant total de recettes de 25 048,76 €. Au niveau des indicateurs de performance et de conformité des installations, donc on a 37 installations neuves, donc diagnostiquées conformes. Les 466 également, et donc sur la totalité du nombre d'installations contrôlées depuis la mise en service, donc on arrive à un taux qui progresse donc jusqu'à 73%. On demande effectivement de vous prononcer sur le rapport annuel. Ce que je dois dire, pour regarder ce service, c'est un service qui fonctionne bien. Hein, c'est un service qui est comment? Un peu cher? Oui, mais enfin, il fonctionne bien, ça se passe relativement bien. Et aujourd'hui, c'est un budget qui est en équilibre, donc il n'y a pas de soucis particuliers. Donc je vous demande effectivement de réagir sur le rapport annuel. Qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Juste une information, Monsieur le Président, oui. Pour dire qu'on est en négociation donc pour élargir la commune de Cadillac au marché pour la prise en charge du sport, parce qu'aujourd'hui elle était sans prestataire. Donc la SOR accepterait donc d'étendre le marché au même tarif que celui actuel du côté rive gauche. Petite précision complémentaire, donc ce rapport, comme tous les ans, vous sera envoyé en mairie et vous devrez le présenter à votre conseil municipal avant le 30 juin. Enfin, nous devions vous l'envoyer avant le 30 juin, vous avez 3 mois ensuite pour le présenter en conseil municipal. Voilà. Et après, vous devez pour les communes concernées, pour les zones concernées, bien évidemment, le tenir à disposition de vos administrés éventuellement.
Délibération numéro 15. Ça concerne donc le règlement de service. Vu la délibération, donc l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 portant modification des compétences de la CDC Convergence-Garonne, il a été nécessaire de mettre à jour le règlement de service concernant ce contrôle. Et donc il y a plusieurs points qui ont été ajoutés suite donc, à une mise en conformité par rapport au guide qui a été présenté par la Fédération nationale des collectivités concédantes. Donc on a essayé de relever point par point les différences entre l'ancien règlement et le nouveau. Et donc vous avez normalement, si vous avez pris connaissance des différentes pages, donc vous avez les différents points qui ont été ajoutés. Donc je vous résume là, que vous avez dans la délibération. Donc il faut modifier l'article 3 de manière à appliquer donc, le SPANC sur l'ensemble du territoire, conformément au nouveau périmètre. Ensuite, concernant le contenu du rapport de visite et les circonstances d'une compte de visite ont été ajoutées page 8 à l'article 8, donc des précisions contenant l'obligation d'information concernant la date de visite et les points contrôlés, ce même rapport et la remise donc, du rapport, et en cas de travaux obligatoires nécessitant pas une modification importante de l'installation, le SPANC devra effectuer donc une contre-visite et avec obligation pour lui aussi de remettre en rapport. Je ne vais peut-être pas vous les détailler tous. Si vous avez des questions, voilà, vous avez peut-être pris connaissance avant. Donc ensuite, au chapitre 9, contre le moment de la vente, donc qui n'était pas peut-être suffisamment spécifié, c'est page 13. Donc on a apporté des précisions concernant les obligations du propriétaire vendeur et les obligations de contrôle au moment de la vente si le contrôle n'a pas été effectué dans un délai de 3 ans. Ensuite, pages 15 et 16, donc on a ajouté 2 articles concernant les dispositions financières, concernant le principe applicable aux redevances ANC et en cas de décès du redevable, donc de manière à ce que les successeurs, les héritiers plutôt, ou ayant droit, se substituent pour le paiement de la prestation. Ensuite, à l'article 34 des précisions concernant les pénalités financières, page 16. Voilà, donc avec un délai accordé pour se mettre en conformité également. À l'article 35, en cas de refus de contrôle, on a précisé donc à quoi s'exposait l'administré. Ensuite, à l'article 40, donc les voies de recours et les précisions sur les modalités de réclamation. Et enfin, les 2 derniers articles, le 41 concernant la publicité du règlement. Et pour l'article 43, la date d'entrée en vigueur donc, qui remplace le précédent, compté de la même date. Voilà, Monsieur le Président. Ouais, petite précision, mais qui est à la marche, effectivement, c'est un document qui a été travaillé jusqu'à la dernière minute, et il y a 2 ou 3 petites... c'est pour cela que Alain Quérez vous l'a présenté, vous l'a lu, il y a 2 ou 3 petites remarques, mais qui sont vraiment à la marche et qui ont été faites par M. Telkamp, c'est ça, de la SOR, et qui donc effectivement, sans incidence sur le règlement, c'est un règlement tout à fait classique en ce qui concerne donc le SPANC. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, ça va être porté dans la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Oui, M. Cholon. Puisque M. Carras a parlé d'élargissement, les mairies ont reçu, les mairies qui ne sont pas adhérentes du SPANC ont reçu un document pour leur demander de désigner des titulaires au syndicat de Saint-Macaire pour ce qui concerne notre commune. Et alors on a renvoyé au service une demande d'éclaircissement sur ce qui était demandé exactement à la commune. Alors on ne nous a pas répondu, donc ce serait bien parce que là on ne comprend plus trop ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que les services sont toujours en attente d'éclaircissement aussi au niveau de la préfecture, parce qu'on a un jour une réponse et le lendemain l'inverse, donc on est un petit peu, enfin les présidents de syndicats, il y en a, ou les anciens présidents de syndicats qui sont dans la salle, on a échangé là-dessus. Donc on vous apportera des précisions dès qu'on les aura. Voilà. Mais on verra ça demain avec le service pour qu'elle vous apporte des précisions.
Merci de la remarque. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Délibération numéro 16. Ben, on en a parlé, c'est les tarifs inchangés. 9,48, 53 et 53. Tu dis un petit mot, Alain, là-dessus? Oui, mais tu l'as dit, hein. On a décidé de ne pas augmenter, donc... Non, parce que comme tu en avais déjà parlé tout à l'heure, de la première délibération, c'est pour ça. Donc voilà. Donc, je vous propose effectivement de voter sur cette délibération. Tarif inchangé. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère que tout le monde est d'accord. Merci, Jean-Marc. Moi, je voulais rapporter ce que me disent mes administrés, c'est tout. Donc, c'est aussi mon devoir. Je représente l'Environnais. Oh. Christian. C'est à toi. Donc 17, reversement de la taxe de séjour 2017 à l'Office de tourisme. En 2017, la communauté de communes a collecté 19 760 € et 40 centimes en taxe de séjour. Vous savez que cette taxe donc, est appliquée à tous les hébergements touristiques du territoire. Une action particulière a été menée par les services et l'Office de tourisme pour faire en sorte que cette collecte soit faite le mieux possible. On peut encore faire mieux, c'est-à-dire détecter certains hébergements touristiques qui s'abstiennent de cette taxe de séjour, et nous envisageons d'ailleurs cette année de rencontrer les mairies pour collaborer et essayer avec elles d'identifier, comme on l'a déjà fait avec certaines communes, d'identifier mieux les hébergements touristiques. Toujours est-il que ces 19 760 € représentent, et ce n'est pas négligeable, 29 215 nuitées sur notre territoire, dont 10 418 en meublé, 7 853 en chambre d'hôtes, 1016 en camping de Cadillac, et 9 928 nuitées en hôtel. Donc c'est loin d'être négligeable, mais c'est quelque chose qui peut aujourd'hui et qui peut dans les années qui viennent fortement se développer. Un point plus précis sera fait le mois prochain, lors du prochain conseil, à l'occasion de l'examen de la convention d'objectifs à passer entre l'Office et la CDC. Je reviens sur ces 19 760 €. Donc, une partie de cette collecte a été reversée à l'Office de tourisme Sud-Gironde. Effectivement, jusqu'en mars-avril, nous étions toujours en délégation de compétences de l'Office de tourisme de Langon sur la partie de Podinsac. Et à ce titre, nous avons dû leur verser 4 065 € et 40 centimes. Je rappelle également que la communauté de communes a l'obligation d'utiliser cette collecte pour mener des actions touristiques. Et la meilleure façon d'identifier cette obligation, c'est effectivement, c'est ce que font la plupart des CDC, de reverser cette taxe de séjour à l'Office du tourisme. Donc il est proposé de reverser le reste de cette taxe de séjour à l'Office du tourisme du pays de Cadillac et de Podinsac. Cela bien entendu en complément ou en déduction de la dotation qui sera attribuée par la CDC pour le fonctionnement de cet Office de tourisme. Déduction faite de la taxe de séjour, une toute petite partie de cette taxe doit être reversée au département de la Gironde, c'est-à-dire 10%. Donc au total, ce que l'on vous demande, c'est de délibérer pour que verser 14 125 € à l'Office de tourisme du pays de Cadillac et de Podinsac au titre de la collecte de la taxe de séjour 2017. Et donc d'autoriser le président à signer la convention qui va avec. Des remarques là-dessus? Et s'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Urbanisme à plan local. Urbanisme de Portes. Alors, donc, on revient vers vous concernant donc, une délibération qui avait été retirée lors d'un précédent conseil communautaire. La commune de Portes donc, a désormais délibéré pour demander à la CDC donc, de modifier son plan local d'urbanisme, car elle souhaite donc permettre désormais donc, le changement de destination possible en zone naturelle.
Ça correspond donc à une volonté donc, de la commune qui souhaite permettre donc, à ses agriculteurs, et notamment à certains châteaux, de pouvoir changer la destination de certains de ces bâtiments, de manière à pouvoir accueillir, donc faire augmenter l'offre touristique sur le territoire. Et c'est également le souhait de la politique de développement de l'accueil touristique de la CDC. Donc on vous propose donc de délibérer ce soir pour pouvoir permettre à cette modification du PLU de Portès de manière à engager la procédure pour répondre donc aux objectifs qui sont listés, prendre en compte un existant et clarifier l'usage des bâtiments situés en zone agricole. Il faut que ce soit d'intérêt général, c'est pour ça que il faut identifier, si vous voulez, chaque bâtiment qui a fait la demande, enfin chaque bâtiment dont les propriétaires ont fait la demande, et avec une description précise de l'existant, de comment ils souhaitent le transformer et ce qu'ils souhaitent faire et quel est leur projet, voilà, pour le développement de leur activité touristique notamment. Donc ça permet la sauvegarde également du patrimoine rural traditionnel de qualité, préserver l'activité agricole et permettre la diversification pour le maintien de l'agriculture dynamique pour son animation locale, préserver l'intégrité des espaces naturels et agricoles du territoire et la qualité paysagère, traduire la volonté de la communauté de communes, je vous l'ai dit tout à l'heure, de développer l'offre d'hébergement touristique et touristique et intégrer les dispositions de la loi Macron concernant les capacités d'extension et les annexes aux constructions à usage d'habitation existantes en zone A et N. Et enfin, de donner l'autorisation à M. le Président de signer tout contrat avenant aux conventions pour une prestation ou de services nécessaires à la procédure donc, de modification de ce PLU. Merci M. Quérens, on a déjà fait ça sur d'autres communes, on attendait Portès. Portès a délibéré, donc nous on peut à notre tour effectivement délibérer. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. En ce qui concerne donc la réunion d'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on avait prévu de voter le compte de gestion, le compte administratif et d'affecter le résultat. Le trésorier n'était pas prêt au niveau du compte de gestion et il nous a demandé effectivement de repousser tout cela. Ce qui bouleverse un petit peu notre calendrier de conseil communautaire, puisque nous allons rajouter un conseil communautaire. Je ne sais pas si c'est affiché derrière vous. Ce sera effectivement le 28 mars à Cadillac à 18h30 et le budget vous sera proposé le 11 avril, également à Cadillac, puisque la salle est occupée. Moi je l'ai fini avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui, M. Cholon. Je souhaite revenir sur le compte-rendu paru dans Sud-Ouest hier concernant la réunion du bureau des maires qui s'est tenue le 7 mars et qui a décidé à la quasi-unanimité la fermeture de la piscine intercommunale située à Cadillac. Alors le journaliste utilise plusieurs fois le terme délibération dans son article. C'est une erreur. Alors je lui ai signalé, je pense que vous avez dû le faire aussi, puisque il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de délibération. Délibération, c'est en conseil communautaire. Il n'y a pas eu non plus de vote, à peine quelques échanges sans document pour étayer la proposition du président de fermer. Il faut savoir que les maires ont dû se faire un point de vue sur l'instant sans pouvoir en référer à leur conseil municipal. Mais comme l'article l'indique, et cette fois-ci à juste raison, comme je le subodorais, la réunion était juste là pour avaliser une décision prise depuis longtemps, en interne. Et donc ça sera fermé. Et pas pour travaux. Le titre du journal est un peu trompeur. Aucun engagement est fait à ce niveau. Le titre, selon moi, alors c'est un peu long, mais ça aurait dû être: la piscine intercommunale située à Cadillac va fermer en attendant de lancer une étude qui permettrait de choisir entre deux options, la rénovation ou la construction neuve, et du lancement au nombre de ces 10 travaux selon les montants estimés et le reste à charge pour la collectivité. C'est vrai que c'est un long titre, mais qui aurait été quand même beaucoup plus juste par rapport à la réalité de la discussion. Et Monsieur le Président et certains élus ont estimé ce temps à 3 ans, au minimum. Alors, je crois que la population a besoin d'être rassurée.
en attendant de voir inscrit dans le budget 2018 les sommes permettant de lancer vraiment cette étude, et un engagement ferme des élus pour exécuter des investissements au moment voulu. Et je pense que la population ne manquera pas de nous rappeler cet engagement. Merci. Mais écoutez, je vous remercie, M. Cholon, d'avoir fait effectivement la synthèse de ce qui s'est passé entre l'article de Sud-Ouest et la réunion à laquelle vous avez participé. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, je vous propose de partager le verre de l'amitié et de fêter en tant qu'on y est l'anniversaire de Michel Laville.